l'ai Voilà. pas vu. Voilà. Voilà. Bonjour Jean-Christophe Duval. Bonjour. Alors, on va parler d'un projet qui s'appelle Nemo. On Mhm. verra tout à l'heure pourquoi il s'appelle Nemo. Mais donc, tu es le papa de Nemo, hein, si j'ai bien compris. On va dire ça comme ça. Le père fondateur, pas le père géniteur, mais au moins fondateur. Bon. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre d'où tu viens, d'où tu nous parles. Alors bon, moi je m'appelle Jean-Christophe Duval. Je suis de la région nord de la France. J'habite dans le Pas-de-Calais, précisément à Montreuil-sur-Mer. Et ben, j'ai 53 ans maintenant. Et j'ai étudié la science économique un peu tard. Bon, je vous avertis tout de suite que je suis un autodidacte. Alors il y a des gens qui vont apprécier, d'autres qui apprécieront moins. Bon, moi ça me va très bien, j'assume ça très bien, j'ai aucun problème intellectuel avec ça. Et j'ai étudié la théorie économique de manière autodidacte, mais quand même assez intensive, depuis maintenant 7 ou 8 ans. J'ai commencé en 2015 en fait, suite à un échec professionnel et ensuite une déception amoureuse, une déception sentimentale et familiale. Et bon, ça n'allait vraiment pas très très bien, et j'étais sur le point de faire une bêtise, et puis je me suis dit, bon, t'as peut-être encore un truc à faire dans ta vie, c'est de ne pas faire cette bêtise et de me rappeler que bon, bah, j'étais un peu tombé amoureux de la science économique vers l'âge de 17 ans, mais comme j'avais pas fait un parcours scolaire allant dans ce sens-là, j'ai fait un parcours technique en fait. Je l'ai regretté après avoir connu ça, et puis bon, comme le système d'éducation nationale créait ce qu'on pourrait appeler de la reste à ta place-ocratie, eh bien je me suis dit, bah reste à ta place, c'est pas pour toi, c'est fait pour des gens qui vont aller dans ces cursus-là, et bon, tais-toi et fais ton job, Alors, et occupe la tu, place que... tu dis que donc avant d'investir assez intensément hein, sur ce projet dont on va parler, tu viens en clair du monde de l'industrie. Tu étais dans le vivant, dans le minéral, dans la chimie, voilà, Dans la technique, j'étais dans l'industrie en fait, dans l'industrie dans métallurgique, l'industrie. ouais, non. Voilà, L'industrie. d'accord. Bon, j'ai Donc, j'ai fait beaucoup de choses en fait, hein. J'ai eu un parcours assez chaotique, je dirais. J'ai été amené à faire plein de métiers. J'étais ouvrier, j'étais cadre, j'étais commercial, j'étais vendeur, technico-commercial. J'ai été chef oui, mais d'entreprise. J'ai fait plein de choses, hein. c'est ta richesse. Oui, oui, j'ai un parcours assez pluriel, donc Je et sais dans pas plein de s'il y domaines a différents en fait. Voilà, je sais pas s'il y a matière à dire que c'est chaotique. Moi, je pense que c'est plutôt riche Oui, et voilà. que Ça c'est dépend. sûrement une des formes d'expression de l'ouverture d'esprit qui t'a permis de te lancer dans un projet je dirais presque, seuls ceux qui savent que ce n'est pas possible peuvent s'y lancer, en quelque sorte, parce que dans la grande communauté des gens qui réfléchissent actuellement sur la monnaie, et Dieu sait s'il y en a, euh, ton projet est très original. Il se distingue véritablement des projets des autres parce que dans l'ensemble, les projets qu'on voit communément, c'est comment je passe de la monnaie comme je la connais aujourd'hui à une monnaie entièrement numérique. On touche plus un billet, plus une pièce de monnaie. On fait, on fait des échanges sans même passer par la banque. C'est les grands projets de la famille des défis qui secouent beaucoup le monde de la finance en ce moment. Hein. Et toi, tu t'es intéressé à la partie qui est tout à fait délaissée, qui est la logique internationale. Alors, tu y es arrivé par un bout très particulier, en gros, qui est les 17 ODD, qui pataugent. Hein. Oui. On sait pourquoi ils pataugent. Hein. Ils sont portés par des gens qui veulent dire qu'ils font des choses, mais de toute évidence, ils ne sont pas Ah, très bons à les faire. Ce Voilà. sont, ce sont des colosses au pied d'argile, je dirais, c'est-à-dire que tant qu'on créera pas un moyen, je dirais, par le biais d'un consensus international, de faire cette transition écologique et de manière assez générale, les objectifs de développement durable, on n'arrivera jamais à rien parce que bon ben, on est toujours pris par les contraintes de ce qu'on appelle les contraintes extérieures, hein, ce qu'on appelle et tout un tas de dilemmes qui sont inhérentes à la théorie monétaire internationale.
Alors bon, Nemo Crypto Bancor, pour en parler, il s'agit Alors de... déjà, on va dire, elle s'appelle Nemo. Ouais, ok. Euh, Pour aller et plus vite. Nemo, bon, pour ceux qui veulent s'amuser, c'est le petit poisson hein, Mhm, de Disney. Mais là, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse faire la comparaison. mhm. Parce que Nemo, c'est neg, anthropique, monnaie. Voilà, c'est ça. Alors, bon, on voit que ça va parler de monnaie, Mhm, mais la référence à la thermodynamique, mhm, entropie, négantropie, mhm. elle est peut-être pas comprise par Oui, tous. oui. Donc, on va prendre une seconde pour resituer la considération Alors, thermodynamique qui est derrière. la thermodynamique, donc l'entropie, la négantropie. Alors bon, déjà, il faut savoir que la négantropie, c'est quelque chose qui n'appartient pas au monde de la physique, mais plus au monde de la philosophie, hein. Donc l'entropie, c'est plus, ça appartient au domaine de la physique, hein, ENTROPIE, hein. Donc en fin de compte, ça, dans le domaine de la physique réelle, en fin de compte, on va utiliser une énergie qui est libre et disponible, et une fois qu'elle sera utilisée, elle sera transformée en autre chose, mais l'énergie originale sera devenue diffuse et a priori complètement perdue, et on ne pourra pas la réutiliser. Et le fait de vouloir la réutiliser demandera encore plus d'énergie pour la récupérer que sa diffusion. Donc c'est quelque chose qui est complètement illusoire. Et c'est pour ça que la négantropie, c'est quelque chose d'assez illusoire dans le domaine de la physique réelle. Mais il y a peut-être une piste dans le domaine de la théorie monétaire, dans la mesure où je considère que la monnaie est une énergie psychologique. C'est-à-dire que si tu orientes cette énergie psychologique dans les domaines de l'extraction, ben, la volonté et la motivation des hommes ira vers les domaines extractifs. Maintenant, si tu arrives à orienter la volonté des hommes vers des domaines de la réparation écologique, on répare ce qui a été détruit par la production. Bon alors, il faut dire une chose, c'est que la production, en termes d'écologie, c'est pas anodin. On provoque toujours des nuisances sur le plan écologique. D'ailleurs, il y a un économiste qui s'appelle Ronald Coase qui lui disait: les hommes ne polluent pas pour le plaisir de polluer, les hommes polluent tout simplement parce que c'est la manière la moins coûteuse de produire. Donc en fait, si on pollue, c'est tout simplement parce que ça coûte pas cher à produire de cette manière, en fait. Et c'est un raisonnement logique. Et là, on commence à toucher déjà l'entropie. C'est-à-dire qu'en fait, on produit de la nuisance au nom de la rentabilité financière. J'ai donné par exemple un exemple que je dis toujours, hein, c'est l'exemple que je cite toujours avec ce que j'appelle la métaphore du bateau, hein. Imagine que tu vas voir ton banquier pour créer une entreprise, et tu dis à ton banquier, voilà, je voudrais créer un bateau, prêtez-moi de l'argent pour créer un bateau. Et le banquier, bon, bah, lui, il va te poser des questions de banquier. Il va te poser des questions sur la rentabilité, sur quelle est ta zone de chalandise, c'est quoi ton modèle économique, c'est quoi tes clients. Et tu lui dis, ben, tu veux dépolluer les océans, par exemple, tu vois. Et là, le banquier va te poser des questions, mais qui est-ce qui vous paye pour ça? Ben, personne. Et le banquier va te dire, bah, faites un bateau de pêche, ça au moins c'est rentable. Vous allez donc produire une marchandise, hein. Et donc, en fait, le banquier va refuser de te payer ton bateau, à moins que tu sois subventionné, bien sûr. Mais là, on n'est plus dans le business as usual. Là, dans le cadre du business as usual, c'est-à-dire sans subvention, ton bateau de dépollution des océans ne sera pas financier. Par contre, un bateau de pêche sera financé. Et on peut calquer ça, si tu veux, sur plein de domaines qui relèvent de ça, en fait, hein. C'est-à-dire que d'une façon en général, assez générale, et si tu tentes d'interpréter ça à la lumière de la comptabilité, de façon très très générale, hein, l'extraction engendre des revenus et la réparation engendre des charges. Et ne rien toucher, eh ben, c'est un manque à gagner, d'un point de vue strictement comptable et financier. Donc en fin de compte, il s'avère, bon, là je généralise beaucoup, mais je suis pas loin de la vérité quand je dis ça. Si on n'arrive pas à faire la transition écologique, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas rentable. Le problème est là, en fait. C'est-à-dire qu'on touche à ce qu'on appelle la tragédie des horizons, hein, et c'est donc l'horizon court-termiste de la finance rentière spéculative qui se heurte à l'horizon lointain des problèmes environnementaux, en fait. Mais il devient de moins en moins lointain. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, hein. On se rapproche vraiment de pics de production, on se rapproche d'effets cliquets, d'effets de seuil, en fait. Dès qu'on les aura dépassés, et on en a déjà dépassé pas mal, il sera impossible de revenir en arrière. Donc, comme le dit Aurélien Barraud, il faut qu'on retire le pied de l'accélérateur et qu'on mette le pied sur le frein. Maintenant, comment on fait pour mettre le pied sur le frein? Il faut qu'on trouve une nouvelle méthode, une nouvelle solution qui va nous permettre de mettre le pied sur le frein et de retirer le pied de l'accélérateur. Et aujourd'hui, avec le système des monnaies bancaires actuelles, sont des monnaies, je dirais, anthropiques, c'est-à-dire des monnaies provocatrices de nuisances, dans la mesure où seule la rentabilité
Si tu veux réussir ta vie, en fait, il y a que la rentabilité et la rentabilité financière. Mais ça veut dire quoi? C'est produire des marchandises. Donc, tu es dans une économie d'extraction, dans la mesure où ben, tu produis pas des marchandises sans extraire des ressources naturelles, des matières premières. Donc, tu vas produire des marchandises et donc toute l'entropie que ça engendre, c'est-à-dire il faut faire des trous dans la nature, hein, comme je dis toujours, il faut aller creuser pour aller chercher des matières premières, des matériaux, ça peut être de l'or, ça peut être de l'uranium, ça peut être du lithium, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu les vidéos de Aurore Stéphan, hein, qui est une ingénieure dans tout ce qui est extraction et qui le dit clairement. Bon, on a un problème avec ça, quoi. Hein. Donc toutes les boues et tous les déchets qu'on remonte à la surface devraient rester au fond du sol et on devrait surtout pas y toucher. Surtout si c'est pour produire des babioles obsolescence programmée, c'est des choses complètement inutiles. Hein. Donc on va s'obliger à créer des choses complètement absurdes et qui sont polluantes finalement pour se mettre au service d'un système économique qui va nous permettre de réussir. Le gros problème aujourd'hui, c'est que la seule façon qui est donnée aux hommes de réussir économiquement passe nécessairement par des processus extractifs, tout simplement parce que la seule manière dont les monnaies sont diffusées dans l'économie aujourd'hui passe par des banques commerciales dont la rentabilité est exigée en fait. Et en fait, là, Alors, il est cru, attends 2 secondes, il est dit, il est il est cru qu'en fait que les marchés sont efficients, que la monnaie est neutre et que tout va s'arranger par le marché. Or, c'est complètement faux. Et on a besoin vraiment d'inventer quelque chose. Et c'est là le but de Nemo, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. alors, effectivement, le système monétaire que nous utilisons, il est né il y a à peu près 40 000 ans. On commence à en savoir plus un 2700. petit peu. Euh, il a énormément changé de forme. Hein. Il a Oui. commencé avec des supports très modestes comme des coquillages, des bâtons de taille, Ouais. des plaques d'argile. C'était de Mhm. la monnaie quand même. C'était Ouais, ouais, rien. ouais, ouais. Voilà. Là, Donc, ça, voilà. il y a Et plusieurs puis, points de vue. Hein. voilà. Plusieurs points de Et vue. il a été conçu au départ pour une activité agraire. Mhm. Et puis petit à petit, il s'est adapté pour une activité, on va dire, artisanale et pré-industrielle. Et puis ensuite, au XVIIIe siècle, il y a eu énormément de réflexions très denses, et d'ailleurs qui sont des sources d'inspiration tout à fait importantes quand on se donne la peine d'aller les relire, parce que il y a un certain nombre de philosophes, on ne disait pas économistes à l'époque, on les appelait des philosophes, qui sentaient que l'ère industrielle allait changer la donne sur le plan relations entre les hommes. C'est ce que ça a fait En d'ailleurs. particulier, hein, en particulier dans l'artisanat ou dans les activités pré-industrielles, le vendeur le vendeur et l'acheteur se connaissaient, se voyaient physiquement. Voilà. Euh, voilà. Donc, on pouvait utiliser des outils simples parce que la confiance, elle était déjà Voilà. la Mais base. mais comme la Voilà. monnaie, comme disait Keynes, c'est un outil qui permet, je dirais, de faire du troc temporel et aussi spatial, en fait. Voilà. Donc, à partir du moment où tu n'es plus dans le cercle de confiance, il faut créer de la confiance transportable là où personne te connaît, d'une certaine manière, et qui dure Tout aussi à dans le fait. temps. C'est ça le truc. Alors, dans l'ère industrielle, le type qui achète une paire de chaussures, il verra jamais le type qui a fabriqué la chaussure, le Ouais, type qui l'a conçue, ouais, ouais. le type qui l'a transportée, il verra jamais. Voilà. Donc les mécanismes de confiance, ils sont quand même assez différents. Ouais. Donc on est parti sur des mécanismes beaucoup plus brutaux, caricaturaux, qui ont été exclusivement pensés pour favoriser donc le développement de l'ère industrielle. Et l'ère industrielle, c'est beaucoup d'investissements au départ. Hein, pour faire un puits de charbon, il Oui. faut mettre quand même. Mhm. C'est pas avec l'argent du ménage que Ouais, ouais, tu mais fabriques c'est un puits de charbon. justement Hein, voilà. c'est justement là où est le problème. C'est-à-dire que cet Voilà. investissement demande la Et rentabilité aujourd'hui, ensuite, donc produire des marchandises. voilà. Et Qui vont aujourd'hui, apporter à la on planète en même temps. évolue. On conserve des activités industrielles, même en France, on est en train d'essayer de les rapatrier, hein, mais on est aussi passé à l'économie de l'immatériel. Hein, avec en particulier les GAFAM, hein, qui arrivent à se faire capitaliser 100 fois Ouais.
plus élevé que, par exemple, Volkswagen. Amazon est 100 fois mieux capitalisé que Volkswagen. Bon, il a quand même un peu de trucs, mais quand c'est Google qui est capitalisé, il a juste quelques fermes de données, et voilà. Et les mécanismes de confiance ne sont plus du tout les mêmes, mais surtout les mécanismes financiers ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est là où le système commence à se dévoyer, à partir dans tous les sens, et il répond plus aux attentes de l'époque vers lequel on s'achemine. Alors, parmi les raisons pour lesquelles il répond plus aux attentes, il y a le problème auquel tu t'es attaqué, si j'ai bien compris le projet, qui est que il n'y a pas du tout de contrôle sur la façon dont les gens sont censés produire proprement, commercialiser proprement et se préoccuper de ce qu'on fait de leurs produits quand leurs produits sont arrivés en fin de vie. Alors, bon, la communauté européenne est en train de prendre ce problème à bras-le-corps. Elle mise énormément sur la notion de blockchain. Mais toi, tu proposes une solution qui pourrait être présentée comme alternative, mais peut-être complémentaire. Je dirais carrément systémique même. Je dirais carrément systémique. Même Voilà. pas alternative, même pas complémentaire, je dirais carrément systémique. Mmh. J'aimerais continuer à t'expliquer ce que j'appelle dans la thermodynamique, ce que j'appelle la théorie de la thermodynamique monétaire, en fait. Mmh. Bon, comme tu l'as dit, les monnaies existent depuis longtemps. Bon, les économistes s'accordent souvent pour dire que la monnaie a été inventée, enfin, la monnaie au sens où on l'entend actuellement, hein, et c'est quelque chose qui a été inventé il y a 2700 ans par les Sumériens. Bon, avant la monnaie, il y avait la dette, hein, bon, puis ensuite, c'est ce qui a été expliqué par David Graeber. Et ensuite, bon, il y a eu Aristote et Adam Smith, hein, qui ont expliqué bon, la fable du troc, hein, et les 3 fonctions aristotéliciennes de la monnaie. Mais bon, alors, ce que je t'explique là ici, c'est que on part de l'hypothèse que la monnaie émane d'une sphère marchande. C'est-à-dire que la monnaie est considérée comme une sorte comme l'or, par exemple, c'est considéré comme une sorte de marchandise universelle qui va permettre d'acheter toutes les autres marchandises, en fait. Bon, pourquoi? Parce que l'or, bon, je suis pas en train de te dire que il faut remettre l'or en place, hein. Je te dis juste comment ça se passait dans l'esprit des gens à l'époque où la technologie n'existait pas encore, comme par exemple la crypto, la blockchain ou ce genre de choses. C'est que l'or, bon, c'est quelque chose de physique, hein, qui dure dans le temps, qui ne s'use pas et qui est facile à transporter. Donc c'est une marchandise qui évolue par tous et qui est donc échangeable par tous contre les marchandises de tous. Des chameaux, des carottes, des pommes, tout ce que tu veux, en quantité. Donc on va se mettre d'accord. Donc on part du principe que la monnaie est une chose qui émane d'une sphère marchande. Et que si le roi, le président, le gouvernement veut de la monnaie pour faire fonctionner le système régalien, les fonctionnaires, le système public et tout ça, eh bien, on va utiliser l'argent de l'impôt pour faire ça. Et comme la transition écologique, c'est quelque chose de pas rentable, on se dit assez naturellement, assez spontanément, qu'on va utiliser l'argent de l'impôt pour faire la transition écologique. Mais c'est un non-sens. Je vais t'expliquer pourquoi. On sait que faire la transition écologique, c'est réparer le monde. Et utiliser, enfin, c'est-à-dire orienter de la finance vers des choses pour transformer les industries et transformer les infrastructures énergétiques. Bon. Il faut quand même savoir une chose, c'est que l'argent de l'impôt, c'est un prélèvement sur la plus-value de production. Tu es d'accord avec moi pour ça? Bon. Mmh. Donc, derrière tout ça, il y a de la production. Donc on va s'obliger à une économie extractive, donc engendrer des nuisances, hein, ce que j'ai dit l'entropie tout à l'heure, engendrer des nuisances avec la production, pour gagner les moyens de réparer ces nuisances avec l'impôt sur la production. Tu me suis? Hein? Mmh. Ah Donc, oui, très bien. tu vois ce que je veux dire? Et quand bien même s'il y a la volonté politique, hein, de réparer ces nuisances avec l'argent d'impôt. Je te rappelle qu'on est sous l'égide de l'Europe avec l'article 123 du TFUE, traité de Maastricht, qui nous interdit de dépasser 2% du PIB de budget pour... et on fait toujours pas la transition écologique. Hein. L'argent de l'impôt sert uniquement à rembourser la dette souveraine, enfin les intérêts sur la dette souveraine, et à faire fonctionner le système. Hein. Et encore, on est déficitaire. Donc la transition écologique, on n'est toujours pas en train de la faire. Donc, il va falloir vraiment qu'on trouve une autre méthode. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, c'est comme si je te disais,
en fait, on est obligé préalablement de détruire avec la production pour gagner les moyens de réparer avec l'impôt sur la production. Donc, c'est un Mhm. non-sens. C'est-à-dire que les moyens de la réparation sont tributaires de la destruction. Tu dois préalablement détruire pour gagner les moyens de réparer. Donc, c'est complètement fou. Mhm. Tu vois, on a affaire vraiment à ce que j'appelle un mythe de Sisyphe économique, hein, tu vois, c'est Mhm. complètement fou. Et il faut bien comprendre aussi un truc, et ça reste à démontrer, mais je pense qu'on peut le démontrer assez facilement, c'est que le coût, le financement de la réparation écologique par la collectivité est beaucoup plus grand que les gains de productivité qui ont été engrangés par quelques individus au moment de la production. D'accord? Donc non Mhm. seulement tu dois préalablement détruire pour gagner les moyens de réparer, mais en plus tu dois détruire beaucoup pour gagner les moyens de réparer un peu. Un peu, Donc voilà. on est complètement à la ramasse sur ce point-là, tu vois? Et c'est pour C'est ça que la grande finalement que je phrase de ton livre. comment? Il faut c'est la grande phrase de ton livre: «Il faut produire beaucoup pour réparer un peu». Voilà, c'est ça. Donc si on passe par les Ça résume mécanismes, bien, ça résume bien. Ah ouais. Mmh si on passe par les mécanismes habituels, c'est comme ça que ça se passe, et donc c'est ce que j'appelle un mythe de Sisyphe économique, hein, donc Ouais. c'est vraiment une absurdité phénoménale. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, on se dit que bon bah la monnaie émane d'une sphère marchande, et que ça bon ça fait des années, enfin des centaines, des milliers d'années même qu'on tourne de cette manière, et que bah nécessairement ça va de soi, et que ce système bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, il y a pas de question à se poser. Bah oui mais non. Ce système c'était peut-être très bien il y a encore 100 ans ou 1000 ans, c'était très bien, mais maintenant il va vraiment falloir penser à autre chose, parce que selon moi ce système est arrivé au bout de enfin à la limite de sa logique en fait. On peut pas Oui, continuer comme ça. Donc il oui, va falloir oui, qu'on invente quelque chose de oui, oui. complètement nouveau. Tu vois l'idée? Donc Mmh mh. c'est de ça que vient Nemo Crypto Bancor. Alors maintenant on va parler de Nemo Crypto Bancor. Bon, alors Nemo comme on l'a Ah dit, attends, juste, je voulais on n'a pas dit d'où vient le mot, Nemo, oui, mais tu l'appelles en fait le terme exact, le nom exact, oui, c'est Nemo Crypto Bancor. Alors, c'est je trouve que dans ton livre, c'est très intéressant. Tu fais une petite aparté sur, le Bancor oui, tout à et fait. Ah, c'est pas et une je petite aparté, ça pense fait que partie des voilà, c'est hein, ouais. je pense que, c'est assez éclairant pour la suite de ton travail. Oui, Ça a alors dû t'inspirer beaucoup cette histoire-là, qui oui, est, qui gagne à être connue, oui, hein, oui. il faut vraiment Alors la faire connaître, hein. je vais l'expliquer. Mmh mh. Alors le Bancor, c'est une idée de John Maynard Keynes en 1944 lors des accords de Bretton Woods. Bon, alors, les accords de Bretton Woods en 1944, c'était la fin de la guerre, et les deux grands gagnants de la guerre, c'est-à-dire les Américains et les Anglais, se sont donné rendez-vous pour une conférence qu'on appelle la conférence de Bretton Woods. Bon. Et le but de cette conférence était de décider, au sorti de la guerre, quel devait être le système monétaire international qui devait être renouvelé. Bon. Les Américains étaient les grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale, et ils étaient aussi les propriétaires des 2 tiers des réserves d'or du monde. Ce qui fait qu'ils avaient du poids dans les arguments, en fait, hein. Dans les négociations, ils avaient beaucoup de poids. Alors, bon, on sait ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont imposé le dollar, qui était adossé sur les réserves d'or américaines, et on a su par la suite que c'était pas une très très bonne idée. Et on a su ce qui s'est passé par la suite, hein, la fin des accords de Bretton Woods, enfin, l'effondrement du système Bretton Woods en 1971, hein, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc, c'est que les Américains émettaient beaucoup plus de dollars papier qu'il existait de réserves d'or du monde, hein, et on se rappelle de cette histoire avec Charles de Gaulle, qui avait envoyé par bateau des dollars américains à papier, et qui avait demandé ben, donnez-moi de l'or. Et donc là Nixon a dit bon on arrête avec ça. Euh, on coupe tout de suite. En fait ils avaient émis plus de papier qu'il y avait d'or en réserve, donc il y avait vraiment un gros problème avec ça. Donc c'était donc Les Français ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Américains détestaient De Gaulle. ouais, Cette anecdote, ouais, c'est une anecdote parmi, il en faisait à jet ouais. continu, des trucs Oui, comme oui, ça, hein. oui, oui, oui. Ah oui non mais c'était un personnage assez énorme quand même. Oh, Et donc c'est euh, facétieux. oui, 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 ben, bon, grand personnage. Et donc, il y avait John Maynard Keynes à cette époque-là. Bon, son idée a été balayée d'un revers de main par les Américains, hein, qui Ouais. ambitionnaient le dollar, l'hégémonie du dollar avec l'impérialisme américain, ouais, plan Marshall, etc., etc. Bon. Et donc, Keynes était arrivé aux accords de Bretton Woods avec une idée qui s'appelait le Bancor. Bon, bah, ça n'a rien à voir avec l'or, hein. C'est-à-dire que le Bancor était une monnaie supranationale qui était destinée donc à servir de monnaie supranationale. Euh, c'était autre chose que le dollar, hein, et pour qui servirait donc de liquidité pour le commerce international, et donc à taux de change fixe. C'est ça l'idée. Depuis la fin des accords de Bretton Woods, en fait, le dollar n'est plus adossé à l'or, donc il y avait un taux de change fixe aussi, mais avec l'or.
D'accord? Depuis la fin des accords de Bretton Woods, le dollar, c'est un système dorénavant à taux de change flottant, avec tous les problèmes que ça engendre. C'est-à-dire la guerre des monnaies. Ok? Le théorème d'impossibilité, Karakhan-Wallace, c'est tout ça que je vais expliquer après. Et en fait, Keynes est arrivé avec cette idée-là du Bancor, mais comme les Américains avaient une ambition avec le dollar, ben bon, ça a été écarté, quoi. Mais je reprends maintenant cette idée après avoir étudié via les livres de Michel Aglietta l'idée de John Maynard Keynes avec le Bancor, de sorte à proposer ça et de l'intégrer dans une idée multiple en fait, qui ferait d'une pierre des coups multiples, qui nous permettrait de faire la transition écologique de manière coordonnée pour la planète entière, et de créer un nouveau système monétaire international, parce que ça, là aussi, actuellement, il faut bien comprendre que c'est une grande question. Hein. Lorsqu'on lit les écrits de Agnès Benaki-Serré, lorsqu'on lit les Benassi-Serré, pardon, lorsqu'on lit les Benoît Cœuré, tous ces gens-là, en fin de compte, qui, eux, connaissent le système monétaire international. Bon, ça fait 10-12 ans maintenant qu'on se questionne sur qu'est-ce que va devenir le futur, qu'est-ce que sera le futur système monétaire international, dans un contexte pluridevise, où il y a plusieurs devises de pays qui veulent jouer le rôle de ce qu'on appelle des devises clés, hein, d'accord? C'est-à-dire le dollar, c'est une devise clé. C'est-à-dire que le dollar, c'est une devise, c'est la monnaie des États-Unis, hein, la monnaie de la nation américaine, qui joue le rôle de monnaie supranationale pour le commerce international. C'est ce qu'on appelle une devise clé. Donc le dollar est une devise clé, l'euro a vocation à être une devise clé, et le yuan, bientôt, a aussi une vocation à être une devise clé. Et imaginons que la Russie gagne la guerre, le rouble deviendra aussi une devise clé. Bon, imaginons, bon, maintenant, voilà, c'est l'ambition de Poutine, hein, qui veut qu'on paye le pétrole avec du rouble, enfin, qui voulait, hein, jusqu'à ce qu'il perde quelques batailles, enfin, bon, on va pas parler de ça, mais bon. Donc, l'idée, en fin de compte, c'est de démontrer déjà que un système à devise clé multiple, ça n'a rien de pertinent. Bon, déjà, j'aimerais te parler maintenant des quatre problèmes. Alors, juste avant de quitter le sujet, ouais. on va juste expliquer pour qu'on suive la suite de ce que tu vas raconter. Pourquoi il ne faut pas que ce soit une monnaie domestique qui soit la monnaie de référence mondiale. Oui, alors, hein j'allais en parler justement. Alors ça, c'est ce que l'on appelle le dilemme de Triffin. Robert Triffin, voilà. qui est un économiste belge hein, dans les années 60, 50, hein, et qui a donné son nom à ce qu'on appelle le dilemme Triffin, en fait. Bon. Et en fait, lui, il avait vu le problème déjà bien avant l'effondrement de Bretton Woods, en 1971. Il avait vu qu'il y avait des problèmes. Et en fait, lui, son discours, c'était de dire il ne faut surtout pas, en fait, qu'une monnaie, la monnaie d'un pays, en fait, tienne le rôle d'une monnaie pour le commerce international. Pourquoi? Parce que cette monnaie sera dépendante, tributaire, de la santé du pays concerné. Autant en termes d'inflation que de déflation. C'est-à-dire que si, au niveau des États-Unis, il y a une inflation sur le dollar, eh ben, tu auras forcément une inflation sur la liquidité internationale qui va se répercuter au niveau mondial. Idem pour la déflation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une monnaie supranationale qui soit complètement indépendante des monnaies nationales. Bon. Ça, c'est le dilemme Triffin auquel Nemo Cryptomancor répond, en fait. Bon. Ça, premier point. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le théorème d'impossibilité de Karakhan-Wallace. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va pas faire des maths, mais j'ai expliqué ça avec une métaphore. Alors, imaginons que le dollar, on va faire une métaphore avec le système planétaire, avec le Soleil. Imaginons que le dollar, c'est le Soleil, d'accord? Et toutes les planètes tournent autour du Soleil, et on arrive à prévoir ce qui va se passer. Il y a des astrologues qui arrivent, enfin des astronomes, hein, pardon, qui arrivent à prévoir ce qui va se passer hein, avec assez de précision. On arrive à faire des mathématiques assez poussées depuis bien longtemps sur la prévision des planètes, d'accord? Donc par métaphore, ces planètes, c'est les autres monnaies, d'accord? Et donc en fin de compte, le dollar, bien que ce soit à taux de change fixe, à taux de change flottant, pardon, on arrive quand même à prévoir en fait. Hein, avec des taux de change flottants, on arrive quand même à prévoir ce qui va se passer en ce qui concerne la direction des planètes autour du Soleil. Donc le Soleil, c'est le dollar, et toutes les autres monnaies, c'est toutes les autres monnaies, l'euro, le rouble, le yuan, n'importe quoi, qui tournent autour du Soleil, et on arrive à prévoir à peu près, d'accord? Donc, imaginons maintenant un système à plusieurs devises clés. Il n'y a plus que le dollar, il y a aussi l'euro qui devient une devise clé, et le yuan qui devient une devise clé, et le rouble qui devient une devise clé, d'accord? Donc maintenant, tu as un système, par exemple, à 3 ou 4 soleils. Et ces 3 ou 4 soleils bougent entre eux.
Donc nécessairement, tout le reste bouge de façon complètement imprévisible et complètement, enfin, on n'arrive pas à faire des probabilités, quoi, tu vois. On n'arrive plus à prévoir le taux de change. Et c'est ce que nous dit le théorème d'impossibilité de Karaken et Wallace, c'est que dans un contexte avec des devises clés multiples, en fin de compte, le taux de change est indéterminable. Voilà. C'est la conclusion du théorème, en fait. Le taux de change ne peut pas être déterminé. Bon, on n'a pas fait ça avec des maths, mais avec une métaphore. Bon, alors ça, c'est le deuxième dilemme auquel Nemo Crypto Bancor tente de répondre. Bon, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'en termes de commerce international, bon, les pays équilibrent leur balance extérieure en produisant des marchandises et en les exportant. On est bien d'accord avec ça. Bon. Si par exemple l'Allemagne réussit si bien, c'est parce qu'elle vend des voitures de luxe à l'étranger. Aux États-Unis, au Japon, tu vois des Mercedes, des Audi, c'est de la production allemande, ça, ok. Donc, si on veut rééquilibrer la balance extérieure, ça voudrait dire que nous, on crée aussi quelque chose à vendre et qu'on l'exporte. Donc, on voit vraiment que, en gros, je vais faire un parallèle avec la dialectique de Hegel. Tu sais, la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire, de par son travail, l'esclave dépasse le maître, tu vois. Et le maître devient le nouvel esclave, et il va se battre à nouveau pour devenir le maître, ainsi de suite, tu vois. Donc, de par son travail, l'esclave redevient le maître, et il y a toujours un espèce de dépassement comme ça. Bon, il faut bien comprendre que ce dépassement, dans cette espèce de logique de compétition internationale, on est toujours dans le productivisme, tu vois. Et ça, tu multiplies par le nombre de pays, hein. C'est-à-dire tu multiplies le nombre de maîtres et d'esclaves par le nombre de pays qu'il y a sur cette planète, et tu t'aperçois qu'en fin de compte, on est vraiment dans un paradigme de nuisance. Tu vois, c'est-à-dire que les pays ne parviennent à équilibrer leur balance extérieure que grâce avec des trucs nuisibles, quoi, tu vois. Et on va vraiment droit dans le mur. Donc on produit, on surproduit, etc., etc. Bon, donc ça c'est le troisième, c'est un des quatre dilemmes que je cite. Et puis après, tu as aussi bon ce que les économistes connaissent bien, hein, c'est le triangle d'impossibilité de Mundell et Fleming, en fait. Tu vois. Et ce triangle d'impossibilité, bon, bah, c'est les différents systèmes monétaires qui sont étudiés. Bon, je vais pas. Bon, vous pouvez lire les bouquins de Dominique Plion, des économistes atterrés, ou de Michel Aglietta pour comprendre de quoi ça parle. Mais bon, je vais encore aller vite, en fait. Ça veut dire que, si tu veux, dans un contexte de forte mobilité des capitaux et de taux de change flottants, une nation qui va s'aventurer à pratiquer une politique monétaire accommodante va se faire sanctionner par les marchés. Tu vois. Donc, à la rigueur, tu pourrais pas dire, bon, je vais créer de la monnaie pour faire la transition écologique, c'est-à-dire pour financer un truc pas rentable. Là, tu vas créer plus de monnaie qu'il y a de marchandises. Donc, en gros, c'est la théorie quantitative, tu vois. Bon, je suis censé ne pas être libéral, je suis plus censé être keynésien, mais t'es obligé quand même, si tu veux, de suivre un peu ce discours-là pour comprendre pourquoi ça bloque, tu vois. Donc, Nemo Crypto encore répond aussi à ce dilemme-là. C'est-à-dire que on va créer une monnaie. En fait, bon, maintenant, j'ai parlé de Nemo Crypto encore. Attends, avant de faire terminer la critique du système actuel, il y a un point qui n'est pas dans ton livre, et pourtant c'est la critique la plus populaire. C'est que les États-Unis se sont arrangés pour que le dollar soit la monnaie chef de file, hein, clé mais hégémoniste aussi. Hein, oui, voilà. oui, oui, je suis d'accord. Plus le commerce mondial se développe, plus il faut mettre en circulation du dollar, et donc la dynamique économique est fabriquée avec la planche à billets des États-Unis, et évidemment après ils viennent pavoiser en disant bon ben on domine le monde avec les GAFAM, on a l'armée le plus pointue du monde, et c'est ce point-là qui devient la faille dans la porcelaine, où on voit où la tasse à thé va se casser la figure. Quoi, je pense hein, que j'en parle pas, mais je pense que ça va de soi, hein, ce que tu dis. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que bon, ouais, c'est sûr que le dollar, là, si tu veux, on est plus en train de parler, je dirais, de géopolitique, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que les oui, mais Américains, ça fait partie du package. ça fait partie. Alors, si tu veux, là, quand je te parle de Nemo Crypto Bancor, si tu veux, j'apporte pas la notion de géopolitique, d'accord? Là, si tu veux, on est juste en train de parler. Bon, Nemo Crypto Bancor, c'est quoi? Ça sert à quoi et comment ça fonctionne, tu vois? Voilà. Maintenant, Alors, l'acceptation, voilà. l'acceptation géopolitique, géostratégique, politique, les intérêts, l'OMC, le FMI et tout ça, ce qu'ils vont dire, ouais, bon, j'imagine ce qu'ils vont dire. Mais bon, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que de toute façon, ce système ne fonctionne plus, que quand bien même les Américains veulent l'hégémonie et l'impérialisme, bon, ce système n'est pas tenable.
on est obligé de faire la transition écologique. Il faut vraiment démontrer que le système actuel nous emmène vers le contraire de la transition, il nous emmène plus vers l'extraction et la fin du monde que vers trouver des solutions. Donc il va falloir vraiment qu'on trouve quelque chose de complètement nouveau. Bon, alors j'ose espérer qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience universelle et où les gens vont se dire bon ben ah, tiens, on sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton nucléaire et tout le monde se met en colère et puis c'est la fin du monde. Ou voilà, on a un truc nouveau dans les cartons et avant que tout le monde se mette en colère, tiens, vous savez, vous n'avez pas essayé ça, peut-être que éventuellement, bon, cette idée-là ou celle d'un autre éventuellement, hein, j'ai pas la science infuse, hein, il y a tout à fait des gens, un groupe de gens, un think tank qui va apporter un truc que je connais pas. Bon, ok, mais bon, voilà, pour l'instant, je fais mon petit travail de chercheur de mon côté et je propose ce qui me semble être le plus pertinent. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un d'autre, toi, n'importe qui d'autre, arrive avec une idée bien plus brillante que la mienne. C'est pas à exclure. Bon, et auquel cas, ok, très bien. Je, je m'en vais, c'est bien, bravo, félicitations. Vous aurez le prix Nobel ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, mais si tu veux, Nemo Crypto Banker, c'est quoi? Alors, c'est une monnaie supranationale qui est crypté et qui va donc nous permettre de faire la transition écologique et de mettre en place un nouveau système monétaire international. Et comment ça marche? Alors, cette monnaie est cryptée, d'accord? C'est une monnaie qui est cryptée et donc qui est créée ex nihilo et sans dette. C'est ça le truc en fait. C'est ex nihilo et sans dette. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une contrepartie matérielle comme de l'or ou n'importe quoi, ou alors une promesse de... C'est-à-dire que cette monnaie va être donnée en contrepartie de prestations écologiques. C'est ça comment dire, la grande innovation. C'est-à-dire que il va y avoir tout un système avec des gens, avec un collège d'experts, bon, issus de toutes les nations, d'accord, qui vont avoir pour mission de déterminer la valeur d'une activité extra-financière, c'est-à-dire une activité qui n'est pas reconnue par le marché, donc que le marché ne sait pas faire finalement, tu vois. C'est ça la grande innovation. Et cette monnaie, c'est-à-dire qu'on va créer donc un label, une certification sur une activité extra-financière, et on va adosser cette monnaie à ce label. C'est-à-dire on va payer dans cette monnaie des gens pour faire des prestations environnementales. Ça peut être dépolluer les océans, ça peut être planter des forêts, ça peut être protéger une espèce en voie d'extinction, ça peut être créer un hôpital en Afrique, ça peut être créer une école en Afrique, ça peut être tout un tas de choses comme ça qui relèvent des objectifs de développement durable, mais que le marché peine à faire parce que bon, bah, on a du mal, c'est pas rentable, ceci, cela. Et donc là, On compte sur les ONG, hein, on compte voilà. sur les ONG. Oui, Hein. bah oui, mais les ONG, ils ont les moyens de l'argent de l'impôt, donc ou à l'argent des riches, tu vois. Mais l'argent des riches, on en revient à la thermodynamique monétaire. Quelqu'un qui est riche, un milliardaire par exemple, qui veut faire le philanthrope, il faut bien comprendre que ce type-là, il a gagné son argent avec des systèmes fortement anthropiques, fortement nuisibles. Il faut bien comprendre un truc, c'est que ce sont les activités les plus rentables qui sont les plus nuisibles, d'accord? Donc si tu es milliardaire en faisant des choses qui relèvent du marché et qui provoquent de la nuisance, bah, nécessairement, tu vois, c'est ça le truc, hein. Donc il faut surtout pas compter, je dirais, sur l'argent des riches pour faire la transition écologique, parce que eux, ils ont préalablement participé à un système qui est destructeur. Donc c'est un non-sens. C'est comme l'histoire, tu vois, c'est ça l'histoire de la thermodynamique monétaire. Donc il va falloir qu'on crée une sorte de nouveau contrat social qui aura pour but de faire la transition écologique sans provoquer de nuisance, tu vois. Donc voilà le truc. Donc on va réparer les nuisances avec... En gros, il faut comprendre une chose, c'est que la monnaie, comme dit mon ami Édouard Cotin, la monnaie c'est une vue de l'esprit, d'accord? Et considérer que la monnaie ça doit être adossé à l'or ou quelque chose comme ça, hein, c'est une façon de voir les choses parmi tant d'autres. On peut très très bien dire que la monnaie peut être adossée à un consensus international. C'est-à-dire de se mettre d'accord. Un consensus c'est quoi? Bon, on se met tous autour d'une table et on se met d'accord, on se dit ok, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on va créer un label écologique, tu vois, et on va adosser une monnaie à ce label écologique, et ensuite le marché va se servir de cette monnaie pour faire les choses qui relèvent du marché. Sauf que il y aura une régulation du marché, d'accord? C'est-à-dire que bon, tu vas obtenir cette monnaie en réparant la planète, d'accord? Et ensuite cette monnaie va te servir à faire du commerce international. Mais si tu produis des trucs trop carbonés ou qui provoquent beaucoup de nuisances, tu auras du malus. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu as, entre guillemets, la carotte
pour faire la transition écologique et dépolluer les Ça océans. repose sur la confiance. On Ah dit mais aux gens, voilà, il y a des c'est le experts qui ont dit consensus. qu'il faut s'occuper de ça, ça, ça et ça. Voilà, Qui fait quoi? voilà. Vous allez Alors, être payé. tu sais, dans la théorie du banqueur de Keynes, en fait, Keynes avait dit qu'en fait, on va créer des quotas, c'est-à-dire on va créer de la monnaie tous les ans, qui va s'appeler le Bancor, ok? Et Hum, donc, il va y avoir un quota par pays, bon, et tous les pays auront de cette monnaie selon un quota, et bon, voilà. Bon, maintenant, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer X unités de compte de cette monnaie tous les ans, d'accord? Et on va la distribuer à tous les pays. Enfin, on va la réserver à tous les pays, tous les ans, une partie selon un quota, d'accord? Et ensuite, hum, on va faire des appels d'offres, donc à des entreprises. Et ces entreprises, on va leur dire, voilà, vous, dans votre pays, on a besoin que vous fassiez ça. Vous, dans votre pays, on a besoin que vous dépolluiez les océans. Parce que vous avez du littoral, vous avez les infrastructures déjà existantes, les chantiers navals et tout ça. Vous devez protéger une espèce en voie d'extinction. Vous, en Afrique, vous devez protéger les rhinocéros. Vous devez protéger les gorilles ou les éléphants. Vous devez créer une école dans tel endroit. Ou créer des éoliennes au Malawi ou au Mozambique, etc., etc. Bon, tu connais l'histoire, tu vois. Vous devez transformer votre parc d'énergie fossile en quelque chose de beaucoup plus vertueux écologiquement parlant, etc., etc., tu vois. Donc, en fait, on va donner donc des subventions en émo-crypto encore à des entreprises de sorte qu'elles transforment leur modèle nuisible en modèle beaucoup plus vertueux, d'accord? Mais bon, forcément, ça, c'est pas un claquement de doigts, hein. Ça sort de façon très, très progressive, d'accord? Et donc, l'idée, c'est qu'ensuite, cette monnaie serve de liquidité de commerce international. Pourquoi? Parce que dans l'idée entre guillemets, de fliquer ce qui se fait, ouais, fliquer, c'est le mot, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'agit pas qu'on donne, par exemple, Alors, on des dit pas subventions. fliquer, on Attends, dit tracer. ouais, ok. Autant Tracer. pour moi, je vais employer ce terme-là. Tracer. C'est-à-dire Mais en qu'on tout va, cas, ouais, mais bon, tu as compris l'idée, hein. C'est-à-dire, il s'agit pas de donner des c'est subventions, fliquer. ouais, bon, tracer. Je dis tracer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner des subventions à des institutions, des pays, des entreprises, en leur disant, bon ben voilà, vous êtes prévenus, dans X années, dans 5 ans, dans 10 ans, vous devez avoir avancé jusqu'à telle proportion, ou complètement totalement, en fait, dans la transformation de votre modèle, et on vous a aidé pour ça, et donc, en fait, on a créé, je dirais, une garantie financière, c'est-à-dire que les banques vont suivre, étant donné que les banques centrales suivent. Parce que Nemo Crypto Bancor est une monnaie qui est acceptée par les banques centrales, d'accord? Donc si les banques centrales acceptent par consensus, ça veut dire que tout ce qui est en dessous va accepter par ruissellement, en fait, tu vois. Donc les entreprises vont avoir leur monnaie, leur revenu dans une devise domestique. Si vous êtes en Europe, ben, ce sera des euros. Et en contrepartie de ça, eh ben, l'institut d'émission Nemo Crypto Bancor va donc donner son revenu à la banque centrale, qui va la garder au titre de liquidité de commerce international. Et comme la banque centrale, ben, elle a le droit d'émettre des euros, par exemple, ou elle en a en stock, elle en a à son bilan, et ben donc elle va donner son revenu à la banque commerciale cette fois de l'entreprise concernée. Donc il y a toute une chaîne comme ça, et donc c'est une nouvelle architecture monétaire interbancaire en fait, avec Comment, une à quel nouvelle. moment est détruit un émo fabriqué? Oui. Alors Quel moment? alors justement ça c'est une question qu'on va venir après. Bon. Je vais te parler maintenant de ce qu'on appelle la notion de monnaie temporaire et de monnaie permanente, et Ouais. de la notion de flux et de reflux. Mhm. Lorsqu'une banque commerciale fait un crédit, il faut savoir que elle prête de la monnaie qui n'existe pas en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une création monétaire ex nihilo, hein. D'ailleurs, ça fait scandale, hein. On entend des gens comme comment il s'appelait déjà, Henry Ford ou quelques autres encore qui se trémoussent de ça aujourd'hui. C'est pas beau, c'est pas bien, mais enfin, c'est le système est logique, hein, comme ça en fin de compte, hein. Mais pourquoi les banques commerciales se permettent de créer de la monnaie qui n'existe pas? Tout simplement parce que c'est une monnaie qui est temporaire, en fait. C'est-à-dire qu'elle existe au moment du reflux, et elle est détruite au moment autant pour moi. Elle existe Oui. au moment du flux, et elle est détruite au moment du reflux. OK? Voilà, c'est comme ça que ça Mhm. fonctionne. Mhm. Donc, en gros, c'est Mhm. la comptabilité. C'est des chiffres relatifs, en fait. Et je fais toujours ce que j'appelle la métaphore des trous. C'est-à-dire, imagine que le niveau du sol est à zéro, d'accord? Le niveau du sol est à zéro. Et donc, quand la banque crée de la monnaie, en fait, elle fait deux choses. Elle crée un trou, dans le sol, en dessous du zéro, donc des chiffres, un chiffre négatif, on va dire X en chiffre négatif, et elle crée X coups de pelle.
Et les coups de pelle, c'est la monnaie, et le trou, c'est la dette, d'accord? Donc, par exemple, tu vas créer ton entreprise, et la banque te fait un prêt, elle fait ça. Donc, toi, tu te retrouves avec des soldes positifs, et tu te retrouves aussi avec une dette, d'accord? Donc, tu as les deux dans ton bilan, c'est un bilan comptable, hein, métaphoriquement, hein. Donc, en fin de compte, toi, tu vas acheter tes marchandises, tu vas acheter ton camion, tu vas acheter ton industrie, tu vas acheter tes matières premières, et tu vas créer une marchandise que tu vas vendre, d'accord? Et donc, le client qui va t'acheter eh ben, il va te donner ses coups de pelle à lui, c'est-à-dire ses soldes positifs, que peut-être il a créé vis-à-vis d'une dette, hein. Et donc, toi, ces coups de pelle vont venir dans ton trou, et donc là, tu auras un reflux. C'est-à-dire et là, tu auras remboursé ta banque, et ton entreprise deviendra pérenne, etc., etc. Bon, il faut savoir donc, dans cette logique-là, c'est-à-dire que la logique monétaire, c'est ça, mais multiplié par des millions et des millions. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont plein de comptes en banque, qui créent plein de dettes, et donc dans cette logique-là, on peut dire que tout ça, ça fonctionne selon une espèce de grande émulation monétaire, où l'endettement des uns sera le désendettement des autres. C'est-à-dire que le flux créé par les uns va être le reflux des autres, etc., etc. Bon, maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que il faut ajouter à ça les intérêts composés, d'accord? Donc, si tu ajoutes à ça les intérêts composés, il y a Marx qui se posait une question. Marx disait le dilemme de l'origine du profit. C'est-à-dire que il faut bien créer plus d'argent, c'est-à-dire rendre plus d'argent qu'on nous a prêté. Et ça vient de où, ça? C'est-à-dire que donc, et c'est là qu'intervient la théorie endogène de la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie est créée de manière endogène en fonction de la taille de l'économie. Et les dettes deviennent de plus en plus grandes à mesure tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons dans cette métaphore des trous, que tu dois creuser en fait un trou plus grand pour combler les coups de pelle du trou d'avant en fait, d'accord? Donc à chaque fois, tu vas devoir creuser un trou plus profond pour combler le trou d'avant. Pourquoi? Parce que les intérêts composés dans cette métaphore, c'est comme si tu prenais une petite poignée de terre sur les coups de pelle et tu les prenais pour alimenter l'épargne en fait, d'accord? Et c'est là où on en vient à la logique de Schumpeter qui nous disait c'est pas l'épargne qui permet le crédit, c'est les crédits qui font les dépôts en fait, tu vois? C'est les crédits qui font les dépôts. C'est-à-dire, c'est pas les dépôts qui sont préalables au crédit, ce sont les crédits qui font les dépôts. Et intuitivement, on croit toujours le contraire. C'est-à-dire que les gens croient toujours que le métier de banquier, c'est de créer l'argent, enfin, c'est de prêter aux emprunteurs l'argent des déposants. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est le crédit qui permet de créer de la monnaie, qui va permettre, via les intérêts composés, de rémunérer l'épargne et de faire, voilà. Et bon, t'ajoutes à ça d'autres phénomènes, l'évasion fiscale ou la thésaurisation, hein, les problèmes qui ont été mis en évidence par Keynes. Et bon, bah nécessairement, c'est-à-dire qu'il y a des coups de pelle qui manquent pour combler les trous, tu vois. Donc comment on fait? Eh ben c'est simple, on creuse des nouveaux trous, mais toujours plus grands en fait. Donc la dette est de plus en plus profonde. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, comme on sait que l'endettement, c'est-à-dire qu'une banque va te prêter des sous qu'à partir du moment où tu es rentable, et que la rentabilité, c'est l'extraction, c'est l'entropie, c'est la nuisance, eh bien, ma petite phrase, une de mes phrases à moi, une de mes punchlines fétiches, eh bien, elle dit que tu vas t'obliger à creuser des trous de plus en plus profonds dans la nature pour combler des trous de plus en plus gros sur nos feuilles de comptabilité. Tu vois? Et le piège, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une dette au niveau mondial qui est de je sais plus combien de milliards de milliers, enfin de 320 000 milliards de dollars de dettes publiques. C'est-à-dire que si tu prends toutes les dettes du monde, aussi bien les dettes publiques que les dettes privées, d'accord, tu convertis tout ça en dollars, en termes de valeur, tu convertis tout ça en dollars, on a 320 000 plus même, c'est-à-dire 3 ou 4 fois le PIB de la planète, quoi, tu vois. Donc, Mhm. autrement dit, il va falloir qu'on demande à la planète des ressources naturelles. Alors déjà que la planète, elle est en carafe, là, tu vois, tu comprends, hein. C'est-à-dire qu'on va demander à la planète des ressources naturelles à cette hauteur-là pour pouvoir combler des trous des dettes, tu vois. Et c'est ça le piège, en fait, dans lequel on est tombé. Mais Les banquiers, c'est là où le système actuel a dépassé sa fonction originale. Parce voilà. que quand il s'agissait de lancer l'ère industrielle, on s'est mis à produire de plus en plus de richesses Mhm. avec des investissements de plus en plus lourds, mais il y avait une réelle Ouais. création de valeur. Mais, Aujourd'hui, le système est au bout de lui-même parce qu'il ne crée plus d'emplois, il en détruit. ouais, Hein. Il y a Raphaël Rossello en ce ouais. moment qui parcourt les plateaux pour publier une étude qui a été faite mais qu'il a appuyée. Hein. Qui dit si en France on calcule le chômage non pas au sens du BIT, c'est-à-dire qui est demandeur d'emploi, mais combien de gens en état
d'être dans le circuit productif sont en sous-emploi. Pas seulement ceux qui sont à zéro, hein, mais ceux qui sont à 0,20, enfin à 25% ou à 30%, et donc ils totalisent. Hein. C'est la même logique que la courbe d'Oxford, mais là appliquée au chômage. Et pour ce qui concerne la France, on arrive grosso modo à 30% de chômeurs. Hein, et on voit que le chiffre se creuse. Voilà. Or, la logique, elle a été faite pour créer toujours plus d'emplois, toujours plus de richesses. Mais maintenant, la machine fonctionne à rebours, Mhm. donc ça donne exactement Et ce que il y a aussi que tu dis. il y a aussi Hein, des absurdités. on en Hein. est sûr. Et Oui, oui. le capitalisme produit beaucoup d'absurdités. Hein. J'aimerais te citer un. Enfin, c'est Karl Polanyi qui avait déjà dit ça déjà en 1944, au moment où il a sorti son bouquin qui s'appelait La Grande Transformation, en fin de compte. Alors, tu vois, déjà, ça date pas d'hier, en 1944. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il disait, Karl Polanyi, à cette époque-là, c'est que le but de l'économie, c'est de satisfaire les lois du marché, en fait, simplement. Et que peu importe ce que l'économie produit, pour peu que le marché marche et que la finance prospère. C'est-à-dire que, Mhm. tu vois, ça, j'en parle dans mon bouquin, La crise de l'utilité, c'est que, en fait, aujourd'hui, on s'oblige à faire des trucs complètement absurdes parce qu'elles sont rentables. Et le paradoxe, c'est qu'on s'interdit de faire des choses qui seraient essentielles et urgentes, tout simplement parce qu'elles sont pas rentables. Tu vois? On va Mhm. dépolluer les océans, on le fait pas, c'est pas rentable. On produit des matériaux Mhm. d'obsolescence programmée, on le fait, c'est rentable, tu vois? Ou alors on crée des problèmes pour vendre des solutions. C'est-à-dire que, on va, En quelque sorte, on est sur un train lancé ouais, qui ne peut pas, de par lui-même, s'arrêter. bah ouais. Bah, c'est-à-dire C'est qu'en fin de comme on compte, dit ça, en fait. le problème est à la fois sociologique, hein, culturel Hein. et économique. C'est-à-dire qu'en Et fin, géopolitique, hein, même ah si ouais, ouais. Bah t'es ouais, pas ben très amateur de géopolitique, ouais. ça fait quand même partie du truc. Je Hein. suis d'accord avec ça. Voilà. Mais Mhm. quand tu vois en fin de compte à Alors, quel point la société humaine est attachée à la valeur du travail, tu vois. T'as bien Max sûr. Weber qui disait, tu vois, tu gagneras ton pain sur de ton front et Alors, celui qui travaille pas. en tous les cas en Europe, hein, nous, le fondement de notre culture européenne, qui est parmi les plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne du monde, hein, elle a plus de 40 000 ans, de continuité, parce qu'on n'a jamais quitté notre territoire, on a toujours été sur notre territoire, notre culture, elle se résume à une phrase qui dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est assez basique comme façon de dire, mais Bah, euh, on peut pas la être comme logique, ça. nous les Européens, nous sommes des stoïciens. Hein, c'est-à-dire qu'on est totalement attaché à la notion de droit et de devoir. D'ailleurs, comme par hasard, c'est nous qui avons pondu les droits de l'homme et puis on essaye de les proposer aux autres. Voilà. On est attaché donc à cette notion de droit et de devoir. Donc, on ne peut pas donner, par exemple, le revenu universel contre rien du tout. Ça ne peut pas marcher sociologiquement chez nous, culturellement chez nous. D'ailleurs, euh, euh, enfin voilà, donc il faut. Alors, on Bah, va il y a revenir. toujours cette espèce d'idée du mérite, mais comprends bien quand même une chose, tu vois. Tu gagneras ton pain sur du ton front. En fait, c'est-à-dire qu'on vit dans une espèce de société comme ça qui a érigé le travail tel une espèce de vérité incontournable et indéboulonnable. C'est-à-dire que quand tu vas dans des, moi j'ai été témoin plusieurs fois je vais dans les endroits, j'écoute les conversations comme ça parce que je suis à la table d'à côté, tu vois, dans un café, tu vois. J'écoute des gens parler et puis les gens parlent de gens qui sont pas là, qui sont absents et ouais, lui il travaille, ouais c'est super, c'est quelqu'un de bien. Par contre, lui il travaille pas, donc c'est quelqu'un de pas bien, tu vois. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait le travail a été érigé dans une espèce de vérité, tu vois. Mais on se pose des questions, enfin on se pose pas la question. Euh, on, on se pose pas la question, oui, ok, il travaille, mais son travail engendre plus de nuisances que de bienfaits pour la société. On se pose pas cette question-là. On n'a pas appris, en fait, tu vois. Les gens se demandent pas si son C'est un travail est vraiment problème utile. nouveau. Attends, c'est un problème nouveau. Bah C'est oui, un problème nouveau. oui, Jusqu'à maintenant, je te rappelle qu'au Moyen Âge, il était interdit de ne pas travailler. Hein. ouais, Les hommes étaient foutus en prison ouais, et ouais. les femmes étaient envoyées faire de la prostitution. Mm. Mais cette obsession du travail qui est devenue, enfin cette exigence de travail qui est devenue obsessionnelle à l'ère industrielle, elle a elle correspond à une réalité antérieure, c'est qu'au moment de la sédentarisation,
l'homme a voulu dompter la nature pour qu'elle lui mette au pied de chez lui les carottes et les tasses de café et de lait dont il a envie, hein, et il s'est aperçu que c'était vraiment, il fallait être assez coercitif vis-à-vis de la nature pour qu'elle donne les carottes et les tasses de lait dont on a besoin. Et donc, elle a vu que la nature était assez facétieuse, et donc elle a bien, les hommes ont compris qu'il fallait faire du surplus pour deux raisons. Du surplus pour, parce que la nature, elle n'obéit pas tous les ans, donc si on a fait trop de blé une année, ben, l'année suivante, s'il y a un pataquès, on aura le blé de l'année dernière qui pourra nous dépanner. Ça, c'est la logique des surplus. Et puis surtout, les communautés, elles ne peuvent pas vivre en autarcie, elles sont obligées d'échanger. Et donc, il faut qu'elles aient des surplus à échanger. Voilà. Donc, c'est la base du commerce international. Et moi, je trouve que ton travail est très audacieux parce que dans tous les think tanks liés aux monnaies dans lesquels je barbote, en général, la chose internationale est mise de côté parce que les gens ne comprennent pas. Or, en fait, si tu regardes les choses assez calmement, et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce que tu fais, c'est que c'est juste un problème d'homothétie. C'est-à-dire ce qu'on sait faire marcher au niveau d'un pays. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une certaine symétrie entre toutes mes propositions autour de la monnaie contributive et ton émo. Et toi, ton émo, il se situe au niveau international. Mais c'est pas incompatible, hein, tu sais. C'est extrêmement original de s'attacher à cette question. L'idée, il faut bien comprendre un truc, c'est que bon, la transition écologique, c'est pas un problème franco-français, c'est un problème mondial, d'accord? Bon, alors maintenant, il y a plusieurs raisons à laquelle je... C'est un problème mondial, mais justement, il pose un problème. Il y a un problème dans le problème, si tu veux. Et, si tu as suivi un petit peu les entretiens du She Project, des COP successives, hein, la COP 27, bon, c'était quand même un peu la misère, mais les COP, les premières en particulier, moi je me souviens de la COP 21, ça a été une très grande COP. Et au fur et à mesure, on a vu les pays dire ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est la Chine qui pollue, c'est les États-Unis qui polluent, c'est pas nous. Hein. Nous, on est minimalistes, hein. Évidemment, on a exporté de la pollution. Il faut bien comprendre que derrière le consensus. La pollution qu'on avait réussi à exporter. Et justement, c'est bien un des problèmes aujourd'hui, hein, c'est que c'est pas possible. Tu peux pas raisonner comme ça. Tu peux pas. C'est-à-dire raisonner seul. International qui vont international. C'est ça, c'est ce que tu es en train de me dire. Il faut raisonner international, c'est ça? Oui. D'accord, ouais, ok. Bah, justement, c'est aussi un problème de coordination. C'est-à-dire que bon, bah, déjà, il faut se mettre d'accord sur, tu vois, bah, pour éviter les monnaies qui poussent à l'extraction et la compétition extractive. Déjà, c'est comme si je te disais, ben voilà, vous ne devez plus payer pour faire la transition écologique, vous êtes payé pour la faire. En gros, voilà, c'est l'une des clés de tout projet. L'Institut d'émission Nemo Crypto-Bancor, métaphoriquement, c'est comme si tu devais te dire qu'en fait, c'est comme si c'était un pays qu'on a créé de façon virtuelle, un pays virtuel en fait, qu'on a créé par convention, d'accord? Et ce pays, en fin de compte, bon, ça l'intéresse pas que tu lui vendes des voitures ou des tanks ou des avions de chasse, des sous-marins, des bombes nucléaires, des missiles, ça l'intéresse pas. Il en veut pas de tes marchandises, il veut pas de tes écrans, de ton obsolescence programmée, de tes frigos, il en a pas besoin. Ce pays, ce dont il a besoin que tu fasses des prestations écologiques et il te paye pour ça. Il te paye pour ça justement parce qu'il a la prérogative de créer une monnaie complètement nouvelle, créée ex nihilo et sans dette. Et en fin de compte, cette monnaie sera ton revenu pour avoir fait une prestation écologique. Et donc là maintenant, il faut créer, des systèmes de valorisation, des indicateurs qui te diront, bah voilà, une unité de Nemo Crypto-Bancor sera diffusée en contrepartie de telle prestation. C'est ça, enfin, quand il n'y a pas de dette, il y a juste, tu dois faire un travail, d'accord? Et ce travail est, il est labellisé. Il est certifié et il est adossé à une monnaie. Et cette monnaie, toute la pertinence du concept, c'est que elle va servir de liquidité de commerce international complètement régulée pour la transition écologique et, je dirais, la traçabilité, comme tu dis, des échanges en fait. Et c'est là toute l'innovation du système en fait. C'est vraiment quelque chose qui nous permettrait de faire la transition. Alors, on va prendre un exemple.
un exemple concret, puis on va le prendre fun tant qu'à faire, Vas-y. pour passer un bon moment. Sachant qu'il nous reste plus beaucoup, Mhm. quelques minutes. On a des startups en France, une en particulier, qui dit, mais peut-être que le cinquième continent, hein, qui est le continent de plastique, hein, dans lequel le Septième. plastique tourne Ouais. en rond, voilà, donc c'est Il y un en a deux, il y continent. en a un en Atlantique et un en Pacifique. Voilà, hein. Mhm. Voilà. Alors, on l'appelle cinquième continent, mais Ils il font est tous deux les deux, morceaux. ils font chacun la taille du Texas, tous les deux. Trois fois, Ouais, ouais, trois fois la taille du Texas. c'est quand même conséquent. Bon, Ouais. donc lui, il dit, et si on essayait de voir comment on peut en faire un gisement de matière Ouais, il y qui a sont, cette idée qui tourne en ce moment, ouais. Ouais, ouais. Il y a voilà, cette idée, ouais. hein. Donc, ils font beaucoup de recherches. Ces recherches sont assez coûteuses parce que Mhm. ils travaillent pas que dans le labo. Il faut qu'ils aillent sur ces fameux continents. Hein, voilà, ça représente des risques. Voilà. Oui, Donc, la banque Nemo donne un budget ouais, à la France pour qu'elle approfondisse et qu'elle commence à faire des démonstrations. par exemple. Voilà. Donc, elle reçoit 100, 100 Nemo. Bah, disons, il faut qu'on élabore, je dirais, des barèmes, hein. Par exemple, la dépollution d'une tonne de déchets plastiques. En fait, si tu veux, ça devient entre guillemets comme si c'était un business. Sauf qu'au lieu d'aller pêcher de la morue, du flétan, bah tu vas pêcher du plastique, tu vois. Et on te donne un Mhm, revenu pour ça. C'est pas plus compliqué finalement. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est mhm. créer un indicateur, un barème, et il faut que les entreprises retombent dans leurs sous. Comme une entreprise de pêche, bah retombe dans ses sous parce que bon, bah elle va revendre ses maquereaux, ses flétans, ses morues sur le marché à la criée. Sauf que là, maintenant, bah tu vas chercher du plastique parce qu'on a besoin de le faire. Et bon, bah Alors, la France reçoit 100 et elle convertit ces 100 en euros pour ouais, pouvoir payer tout le travail, ouais. mais aussi tous les équipements, les recherches, les labos de l'équipe qui fait ça. Qui elles sont payées en euros. Tout. Ok. Elle trouve l'idée fracassante qui fait que waouh, ça marche. Mhm. Donc, tout d'un coup, ce truc qui était un déchet est en train de devenir une source de revenus. Oui, éventuellement. C'est la France qui récupère le savoir-faire et la banque Nemo, elle n'est pas récompensée d'avoir soutenu un projet qui fabrique de la richesse. C'est une Elle est perverse, à ma question. question. Ouais, non, mais c'est une question que je me suis pas posée. Mais bon, maintenant, si tu veux, il faudrait s'entourer de juristes et de gens qui sont spécialisés dans la propriété intellectuelle. Bon, ça, j'avouerais franchement que c'est des questions. Oui, c'est pertinent. Donc, je vais peut-être devenir Ouais. milliardaire, va savoir. Donc, mais bon, voilà, c'est pas le but. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que Alors, c'est dans un le monde cas, futur, mes enfants réussissent à c'est être un cas heureux, qu'on ainsi que tous peut, les enfants voilà, du c'est un cas qu'on peut considérer comme exceptionnel, si ce n'est que, par exemple, quand on fait les barrières d'arbres, tu sais, pour Les caler fascines. Les fascines. le désert, voilà. Ouais. Hein. On appelle les Là, fascines ou voilà. les Donc là, on est sur une Biguettes. autre problématique qui est que l'Afrique va en profiter, mais Mhm. c'est la Banque Neymar qui aura Vraiment. financé. Oui, tout à Et fait. Ouais, c'est ça, les autres c'est toute une vont innovation en avoir fait. envie de vous dire, C'est métaphoriquement, en fin de compte, c'est comme si c'était une banque. Enfin, c'est comme métaphoriquement, c'est comme si c'était un pays qui n'est pas ton pays en fait, qui te donne de l'argent pour que tu répares ton pays en fait. En gros, c'est ça. Parce que l'intérêt de ce pays, c'est pas un pays ou un autre, c'est la planète entière, d'accord? Et donc tout le monde doit être coopérant et coopérer en fait. C'est-à-dire ah que, voilà, tu vois, d'accord, c'est c'est ça, ça ta coopération réponse. mondiale. C'est ça ta réponse. C'est qu'à la France, on lui demande ça, au Niger, on lui Ben, demande ça, tu à sais, l'Égypte, on lui demande ça, et ainsi de suite. ouais, voilà, si tu veux, c'est D'accord. créer une espèce de consensus, une espèce de coordination, coopération mondiale qui va dans le bon sens, tu vois. Et donc, en fin de compte, tu as donc une monnaie qui est dédiée à la réparation du monde, d'accord? Et cette monnaie, donc, c'est le revenu de gens qui vont réparer le monde. Ensuite, ce revenu, ben, ils vont l'utiliser cette fois-ci dans la sphère marchande. Alors qu'avant, on faisait le contraire. C'est-à-dire, tu dois faire tourner le monde marchand et toutes les nuisances que ça incorpore
pour ensuite tirer un impôt, comme je te l'ai dit, hein, l'impôt c'est un prélèvement sur la plus-value de production, pour ensuite faire réparer faire la. Tu vois ce que je veux dire? C'est un non-sens parce que en fin de compte, les dégâts réparés sont beaucoup plus gros que ce que tu as gagné dans la production de marchandises, tu vois. Donc on doit détruire beaucoup pour gagner les moyens de réparer un peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la thermodynamique monétaire. Donc c'est un piège ça. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse le contraire, c'est-à-dire qu'on crée de la monnaie pour réparer la planète, et ensuite cette monnaie elle ruisselle dans les banques, et les banques s'en servent ensuite pour faire des choses qui relèvent du marché. Sauf que cette fois-ci, il y a une traçabilité au niveau de la monnaie qui permet de dire attention les gars, ça c'est trop carboné, on fait pas. Ça, il n'y a pas d'éthique, on fait pas. Ça, il y a un manque sur la dignité humaine, on fait pas. Là, il y a un problème sur la dignité animale, on fait pas. Là, il y a un problème sur, tu vois, sur le sanitaire, on fait pas. Donc, on doit vraiment créer un système qui est maintenant beaucoup plus vertueux et qui nous permettra, je dirais, une collaboration, une coopération entre l'homme et la nature, tu vois, et non pas l'homme qui domine la nature. En ce moment, l'Europe est en train de mettre en place un éco-score qu'elle entend s'appliquer elle-même, mais qu'elle va imposer à tous les gens qui veulent faire du commerce avec elle. Oui, ben voilà, c'est bien ça. Voilà. Hein. Or, on pourrait dire, mais c'est pas à l'Europe de faire ça. C'est à la Banque Nemo. Bah oui, bah bon maintenant si l'Europe le fait, oui, bah si tu veux ça, bon Nemo, si tu veux, c'est dans mon esprit, c'est à l'état embryonnaire, ok? Je vais pas faire ça tout seul. Bon maintenant si je vais devoir, bon je le fais déjà, hein, j'appartiens déjà à plusieurs think tanks, je parle de ça, la COP, les éconologistes, toi, d'autres encore. Bon, voilà, je ferai pas ça tout seul, et donc ça se discute. J'ai besoin de travailler avec des mathématiciens, des gens qui font des maths appliquées, des statistiques, des probabilités, des gens qui font du développement informatique, etc., etc. Des gens qui sont capables de développer des indicateurs, tu vois. Donc il va vraiment falloir, c'est un gros projet, c'est pas rien. Hein. C'est pas comme si tu crées une crypto, tu vois, libertarienne, tu lances le truc et puis ben ça devient une monnaie entre guillemets d'homo economicus. Non mais ça c'est bon, ça n'a rien à voir avec ce concept-là. C'est crypté dans le but. On n'a pas parlé de la durée de vie. On était en train de parler de la durée de vie programmable et on a détourné sur le sujet. Pourquoi la Nemo a une durée de vie programmable? Parce qu'en fin de compte, je vais te citer la parole d'un économiste. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de la métaphore des trous. Donc, la monnaie bancaire, donc, a une durée de vie. Tu crées un flux monétaire au moment de la création de la monnaie, et enfin, cette monnaie n'existe plus au moment du reflux. D'accord? Les coups de pelle reviennent dans le trou. Tout revient à zéro, la monnaie et la dette se sont neutralisées mutuellement. C'est le reflux, ok? Donc la monnaie bancaire est une monnaie temporaire. Je vais te citer maintenant une phrase d'un économiste libéral qui avait été cité par Charles Gave l'autre jour. Bon, c'est pas que j'apprécie dans Charles Gave, mais bon, des fois, il dit des trucs sur lesquels je peux rebondir ensuite. Il a cité la phrase d'un économiste qui s'appelle Jacques Rueff, et Jacques Rueff, un économiste français libéral, hein, lui disait l'inflation, c'est simple, ça tient en une phrase. L'inflation, c'est créer de la monnaie qui n'existe pas pour financer des trucs pas rentables. Ah. Alors, c'est là qu'intervient la logique du flux et du reflux. C'est-à-dire que quand tu vas créer un truc rentable, tu as le reflux qui intervient. Parce que dès que tu as créé une marchandise et que tu la revends, cette marchandise, ton chiffre d'affaires, c'est ton reflux, en fin de compte. Mais maintenant, quand tu fais un truc pas rentable, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de reflux. Tu vois? Tu crées un flux, mais il n'y a pas de reflux. Donc la monnaie s'accumule, en fait, sans être neutralisée jamais, en fait. Tu vois? Donc là, ça crée de l'inflation. À mon avis, c'est ce qu'il a voulu dire. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois. Donc tu as, bon, la théorie quantitative hein, des libéraux, hein, Milton Friedman et tout ça. Bon, si on est keynésien, on y croit qu'à moitié. Bon, ben, mais néanmoins, je pense qu'il faut en tenir compte quand même jusqu'à un certain point, parce que là, ça devient intéressant. Parce que si tu commences à créer de la Nemo comme ça au niveau mondial, d'accord, et qu'il n'y a pas de durée de vie à cette Nemo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de reflux, bah tu vas vers une espèce d'inflation. Alors bon, bah. Oui, c'est clair. Alors, si on envisage l'idée que l'inflation est un paradigme, entre guillemets, normal, logique, et que tout est suivi, c'est-à-dire tout est indexé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les revenus sont indexés sur l'inflation, bon, bah, là, si tu veux, ton pouvoir d'achat relatif est toujours le même, tu vois. Mais maintenant, si tu te retrouves avec un système où le pouvoir d'achat n'est pas indexé sur l'inflation, là, tu as un problème, tu vois. Bon. Alors, l'idée, c'est que les prix restent stables et de créer des mécanismes qui font que les prix resteront stables. Et c'est pour ça que Nemo est une monnaie cryptée dans le but non pas d'en faire une monnaie libertarienne, mais de lui donner une durée de vie programmable et connue en fait. D'accord? C'est-à-dire que c'est un consensus, et on dirait tous les ans ou tous les jours, par exemple, il y aura un flux monétaire de création, d'accord? Et on va dire
cette monnaie a une durée de vie de 10 ans ou 20 ans ou 50 ans, par exemple, tu vois. Et au bout de 50 ans, ben, au jour le jour, elle meurt, tu vois. C'est-à-dire que tu as une unité qui existe, je sais pas, le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2050, elle meurt, point, elle disparaît. Mais alors, maintenant, je vais t'expliquer ce que j'appelle la métaphore de la baignoire. Bon, tu connais sans doute déjà. Tu as une baignoire, tu as un robinet. Donc, le robinet, c'est le flux de monnaie. Donc, tu as une quantité d'eau, c'est la quantité de monnaie dans l'économie. Et tu as l'évacuation de la baignoire. Donc, l'évacuation de la baignoire, c'est la mort de la monnaie. Ok. Donc, l'idée, c'est de synchroniser l'entrée par le robinet avec la sortie et de faire en sorte que les deux choses soient synchronisées. Tu vois. Donc, tu as une création par le robinet et une destruction par l'évacuation de la baignoire. Et la quantité de Nemo est toujours la même, en fait, dans ta baignoire. Sauf que, à la différence du marché, c'est que le robinet, il flèche directement. Et là, tu te reconnais dans ce discours-là, les monnaies fléchées, tu vois. Là si on est malin, si on est stratégique, eh bien, on va flécher directement cette monnaie vers des choses que le marché ne sait pas faire. C'est là toute l'idée, en fait, tu vois. Et Ben, donc, c'est là où il y a vraiment très grosse symétrie oui, avec ce que moi je fais au niveau voilà, national avec l'économie contributive, hein, puisque exactement. l'économie contributive, c'est des monnaies fléchées. Voilà, Voilà, voilà. hein, et qui sont basées justement sur la monnaie intelligente, Mhm, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise les infrastructures qu'on a développées, d'une part dans le cadre de tout la logistique, hein, mhm. euh, avec la logistique, les biens vont être de plus en plus tracés. Donc, on sait à peu près tout sur eux, hein, le taux de TVA auquel ils sont soumis, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout un ensemble de choses. Et puis, d'autre part, les infrastructures de paiement, hein, aujourd'hui, le réseau des terminaux de paiement en France, hein, je le connais bien parce que je l'ai porté sur les fonds baptismaux et même j'en ai assuré. Mes équipes en ont fait la maintenance pendant plusieurs années, donc je sais comment il marche. Hein, il y a énormément d'intelligence à l'intérieur. Donc, quand il y a une transaction carte bancaire qui est faite, on sait de quel commerçant il s'agit, de quel porteur il s'agit, et il reste juste à mettre de l'intelligence pour dire, ben voilà, il va payer en multimonnaie, les produits sont payables en diverses devises, certains que comme ça, d'autres que comme ça. Celle-là, c'est tu Ouais, choisis, ouais, ouais. etc. Mais de toute Et avec façon, le Bitcoin, on sous-utilise, mais complètement, complètement. Toutes ces capacités qui existent, elles sont disponibles, il suffit de s'y mettre. Et quel est l'intérêt de faire ça, ce que tu veux faire et ce que moi je fais dans mon projet, hein, c'est que au lieu d'émettre des textes et des textes et des textes des prévisions et des je sais pas quoi, on peut tuner le système à la volée, en temps réel, avec l'obligation de tenir à disposition du public la météo financière pour qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on en est, quelles sont les tendances connues, etc., pour qu'ils prennent ces dispositions, évidemment. Hein. Voilà. Donc, très c'est pour bien. ça qu'il y a beaucoup de synchronisation Ah dans oui, ton projet. si tu veux, il faut bien comprendre que Nemo Cryptobancaire n'est absolument pas incompatible. Je dirais même qu'il s'articule parfaitement avec diverses propositions du même type au niveau national. Ouais. Ça, Ouais. c'est pas un problème du tout. Alors, on arrive presque à la cloche, même carrément, parce que C'est pas grave. sinon, On je ne sais pas si les gens iront aussi loin dans la vidéo. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire Tu as évidemment, tu poursuis tes travaux, si je comprends bien, toujours. hein, et tu assures la promotion de ce concept. Mhm. Hein, c'est là où tu en es aujourd'hui. C'est Hein, ça, c'est exactement voilà, ça, ouais. voilà, J'envisage de hein, faire des conférences, donc sur voilà. ce thème-là, donc je m'y prépare, des livres, des choses comme ça, donc si je peux Donc être invité pour aujourd'hui, des conférences, il y a aucun problème. les gens qui veulent en savoir plus, qui Mhm. veulent t'auditionner, les symptômes qui veulent t'auditionner, Mhm. etc., ils vont où, ils font quoi? Bah, ils peuvent aller sur mon site, il y a mon adresse email. Alors, ton site, il s'appelle comment? Je vais te donner, je Non, vais non, mettre non, non, je vais mettre le lien, tu l'épelles heu, simplement. Parce bah, qu'on c'est n'a pas de possibilité d'écrire. Jean-Christophe Duval, c'est le site de Jean-Christophe Duval, écologie, économie, éthique.
Voilà, bah, Je avec mettrai le lien, je mettrai le lien du site. la, Euh, chez Google ou chez qui on veut, hein, on tape Jean-Christophe Duval, Nemo, oui, ça doit, oui, oui, oui. hein, On c'est peut le ça? retrouver sur, ouais, je pense qu'on peut le retrouver assez facilement. Bon, sinon, en Voilà. quel cas, je donnerai le lien de mon blog qui sera sous la vidéo, hein, on fera. Alors effectivement sur la chaîne Nemo, il y aura une petite présentation de la vidéo, donc on va mettre les coordonnées pour Ben, comme tu ça, sais, il y a tout le monde. si on veut trouver tout de suite une petite phrase là comme ça qui est pour conclure, Ouais, plutôt que de creuser des trous dans la planète et de foutre la planète en l'air pour aller chercher de l'or, réparer la planète, vous aurez de la Nemo. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. voilà. Ok, eh ben écoute, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter. Et puis j'espère que vous allez prendre contact avec Jean-Christophe et lui poser des questions pertinentes qui vont lui permettre de progresser. Oui, tout à fait. Voilà. Au Allez, revoir. bonne journée, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci Geneviève.